Parce qu'on est aussi à une époque où on comprend tellement peu qu'on vous juge aussi, en fait, vous les parents, à ce moment-là. Absolument. Et c'était important donc de le montrer, de le dire, et c'est aussi ce que vous faites au travers de ce livre. Oui, tout à fait. Ce livre, il est important, et je vous remercie de me donner la possibilité d'en parler ce matin. C'est un témoignage, bien sûr, personnel d'abord, une histoire d'un drame familial, puisque c'est un trauma qui arrive dans les familles quand vous avez un enfant comme ça qui part sans prévenir, qui ne vous dit pas au revoir et qui finit par mourir. Enfant dont on ne sait pas comment il est mort ou dont on ne reverra jamais le corps, on n'a pas de sépulture, donc c'est très difficile de faire un chemin de deuil dans ces conditions. C'est sur fond de guerre, de conflit, sur fond de terrorisme qu'on associe à nos enfants, c'est pas forcément lié, mais forcément la peur nous invite souvent à trouver des responsables et c'est tellement facile d'associer ces jeunes qu'on qualifie de djihadistes à des terroristes, parce que une actualité aussi peut permettre aussi de faire ce lien. Mais nous, quand on vit ça de l'intérieur, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que c'est quelque chose qui monte crescendo, qui nous est absolument caché, dont on ne voit pas les signes, ou en tout cas on ne comprend pas, parce qu'il n'y a pas de manuel qui nous dit voilà comment ça se passe. Vous voyez monter, mais vous ne savez pas comment faut l'arrêter. Vous ne savez pas ce qu'il faut lui dire à votre fils, et on vous comprend. Oui, parce qu'il n'y a pas SOS, il y a Stop Djihadisme, ce fameux numéro dont on a parlé pour effectivement pouvoir demander conseil aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait rien, nous, quand ça nous est tombé dessus. Et puis effectivement, on confond au départ, on ne sait pas la nuance entre ce qui apparaît au départ comme une pratique intégriste. Moi, c'est ça que je voyais chez mon enfant. Et puis après, la bascule qui va vers le djihadisme et puis qui peut éventuellement, après, c'est donc de la radicalisation violente. Ce qui monte chez Quentin, que vous racontez très bien, c'est des petits épisodes en fait qui sont très difficiles à identifier. Effectivement, il y a l'enterrement de sa grand-mère, il veut pas rentrer dans l'église, il veut plus embrasser sa belle-sœur, il refuse les cadeaux de Noël. Et tout ça, indépendamment, c'est pas grave, c'est juste curieux pour vous en fait. Mais comment on fait pour savoir qu'effectivement ça y est, il a basculé de l'autre côté en fait. Et c'est l'association en fait de tous ces éléments que je raconte dans le livre, qui chez nous se sont faits sur un espace d'1 an et demi. Et quand on les voit a posteriori, on se dit oui, c'était flagrant, ça leur reparaissait aux yeux. Et c'est pour ça que des gens atrocement disent mais ce sont des parents déficients, ils n'ont rien vu, ils ont laissé faire. Non, on ne laisse pas faire. On vous a dit que vous aviez été laxiste. Laxiste, qu'on a été trop tolérant. Mais qui vous dit ça ? Qui vous dit ça à l'époque ? Alors souvent, c'est pas forcément des gens qu'on a en face, parce que quand on discute avec les gens, on s'aperçoit que finalement, en prenant le temps de vous écouter, ils ont un peu plus d'empathie, puis ils essaient effectivement de comprendre, qu'ils comprennent que ça aurait pu leur arriver aussi. Mais c'est plutôt des gens qui se cachent derrière Internet, sur des blogs, renie ton fils. Mais bien sûr que vous n'avez rien fait, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation. Il y a des gens aussi de la communauté musulmane qui disent ça, y compris des gens impliqués dans ce qu'on appelle la déradicalisation, terme que je n'aime pas tellement, mais enfin, en tout cas qui est très usité aujourd'hui, où on va dire ce sont des parents qui n'ont pas su donner d'éducation à leurs enfants, qui n'ont pas su donner d'amour, et c'est des enfants qui ne savent pas en donner. Non, notre enfant a eu tout ce qu'il fallait. Le problème n'est pas là. Ce que je pointe du doigt aussi dans le livre, c'est que en fait, contrairement à ce qu'on nous dit, mais c'est aussi quelque chose qu'on découvre, donc on peut faire des erreurs en parlant. C'est que la radicalisation se fait au contact de quelqu'un. Et vous savez pas très bien qui c'est en fait. Je ne sais pas vraiment qui c'est, mais dans ce on, il y a des amis de Quentin dont il ne se méfiait pas, musulmans eux-mêmes, pour certains radicalisés, et ce passage, si vous voulez, d'un islam qu'il a choisi au départ, qui devait rester un islam normal, entre guillemets, modéré, dépassionné, eh bien voilà, il a basculé au contact d'amis radicaux eux-mêmes, qui l'ont amené à quelque chose de plus effectivement fondamentaliste d'abord, et puis après justifiant un départ vers le califat, puisque c'est prescrit, il faut le faire. Si tu es un bon musulman, tu n'as pas le choix, tu dois partir. Véronique Roy, on sent bien que vous tâtonnez. Il faut se ramener quand même à une époque, 2014-2015, les choses sont allées très très vite après. On voit que vous tâtonnez, vous ne savez pas très bien quoi faire. Vous allez voir des savants, vous allez à la mosquée de Paris, vous rencontrez Christophe Naudin, qui passe beaucoup à la télé à cette période-là. Vous allez rencontrer Mourad Benchelali, vous allez dans toutes les directions. Toutes les directions. Si aujourd'hui la situation se représentait, est-ce que vous pensez que vous sauriez mieux en fait ? Est-ce que de votre expérience aujourd'hui, vous pensez que vous auriez pu le retenir, votre Quentin ? Alors,
Je ne peux pas garantir que j'aurais pu le retenir parce que malheureusement le phénomène d'embrigadement est quelque chose qui est extrêmement pernicieux et moi ce que je sais de faire aujourd'hui c'est de dire il faut éviter de basculer parce que quand on bascule faire machine arrière est difficile, pas impossible mais difficile. Par contre ce que je sais aujourd'hui c'est que si ça m'arrivait je serais forcément plus vigilante parce que d'abord on en parle plus, on en parle mieux. Il y a des choses qui n'existaient pas à notre époque, c'est-à-dire ce fameux numéro vert qui n'est pas parfait mais qui a le mérite d'exister, qui permet de faire des signalements, c'est pas de la délation. J'aurais pu protéger mon enfant, ne serait-ce peut-être quand, si j'avais vu un numéro vert circuler dans ma commune, si la fameuse mosquée qu'il a fréquentée avait été fermée, si on avait pris la mesure de l'inquiétude et qu'on avait informé la population. Oui, moi, ça aurait fait tilt dans ma tête et je me serais dit, finalement, cette conversion n'est peut-être pas anodine. Attention, qu'est-ce qui se cache derrière ? J'aurais confisqué son passeport. Il était majeur. Il était majeur, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et puis quand vous alliez au commissariat, vous disiez un adulte a le droit de voyager. Vous voyez ? Mais bon, peut-être j'aurais tenté des choses. Nous, on n'a pas voulu le braquer parce qu'on ne voyait que l'intégrisme religieux qui me faisait peur. Mais jamais je n'ai pensé à la Syrie. Véronique Roy, le temps file, on est dans une autre réalité aujourd'hui, quasiment, parce qu'on parle moins des jeunes qui partent, mais on craint les jeunes qui reviennent aujourd'hui, ceux qui fuient l'État islamique ou ceux qui ont décidé qu'ils étaient plus utiles en France et à cette cause-là. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, maintenant, aux parents que vous rencontrez, parce que vous êtes toujours impliqués là-dedans? Qu'est-ce que vous leur dites aux parents? Je rencontre des parents et puis je rencontre surtout des gens comme vous, comme ceux qui nous entendent, qui sont concernés, parce qu'on est tous concernés, c'est un phénomène de société, mais qui ne sont pas forcément touchés par de l'intérieur. Je leur dis que, bien évidemment, il faut croire au retour de son enfant. Et si je dis, moi, aux institutionnels, à tous les gens qui travaillent sur le retour, ce sont des gens à réparer. Il faut croire à la possibilité de restaurer ces jeunes. Quitte à les enfermer ? Quitte à les enfermer, mais les enfermer, c'est pas en prison. Je pense qu'il faut vraiment quelque chose d'adapté, parce que c'est pas au contact des radicaux qu'on va les sauver. Le problème, c'est qu'en prison, ils sont avec des radicaux qui sont les pires, si je peux me permettre, parce qu'eux ne partent pas. Les recruteurs ne partent pas. Ce sont eux les criminels avant tout. Et eux qui donnent les ordres, effectivement. Ça s'appelle « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ?» signé Véronique Roy. C'est publié chez Robert Laffont. Merci mille fois.